Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Zut, excusez-moi. Je pense qu'ils sont partis. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre minuit. J'attends la cloche. Celle qui va sonner les 12 coups pour me barrer d'aujourd'hui et être sûr qu'on est demain. Ce sera encore un jour qu'ils n'auront pas. Alors je voudrais bien vous raconter ma journée d'hier, mais on est encore aujourd'hui, alors il faut que j'attende. Que j'attende qu'elle sonne, cette foutue cloche. Ils n'aiment pas quand je parle à un auditoire qui est, selon eux, imaginaire. Ils disent que cela dérange les riverains. Pourtant, aucun d'eux n'est venu se plaindre, me trouver en me disant que cela les dérangeait. Et cela depuis que je suis devenu conférencier. Attention, que personne ne me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Je respecte nos forces de l'ordre, dans l'ensemble. Et ce n'est pas quelques énergumènes mal dégrossis de ceux qui pensent que vous n'existez pas, qui me feront dénigrer la belle et noble institution qu'est notre police nationale. Il ne nous reste plus qu'à attendre que la cloche se fasse entendre, et nous pourrons enfin commencer. Bon, allez, la belle, c'est quand tu veux. Allez, il est minuit, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous sommes demain. Je vais pouvoir commencer. Vous êtes bien installés? Vous n'avez pas froid? Tout d'abord, merci d'être passé par-delà vos appréhensions. Mais le mois de janvier est doux, alors il correspond, quoi qu'ils en disent aujourd'hui, à nos prévisions d'hier. Hier était une journée spéciale. Je suis resté couché du lever au coucher du soleil. Non que j'étais fatigué, non. Mais la journée était surtout particulière pour eux. C'était une sorte d'anniversaire. Ils fêtaient les 2 ans de mon départ pour la rue. Oh, les recherches continuent. Ils voudraient bien me mettre la main dessus. Je pense modestement, ne souriez pas, je pense modestement que je reste une de leurs priorités. Ce qui me fait dire cela? Oh, rien de moins que la logorrhée médiatique qui depuis quelques jours ne parle que de ça. Ils repassent en boucle des images d'archives, des vidéos de l'époque où toutes les polices de France étaient à mes trousses. On y voit la police des frontières fouiller jusqu'aux soutes des avions, des fois que je sois dans une malle. Des interviews du directeur de la PJ, j'en passe et des meilleurs. Il m'a suffi de traverser la rue pour, sur tous les écrans dans la vitrine d'un magasin d'électroménager, de m'apercevoir que toutes les chaînes ne parlaient que de moi. Quelle notoriété! 2 ans plus tard, elles faisaient toutes l'unanimité. Et, comportement singulier, tous les passants, s'ils ne s'arrêtaient pas, ralentissaient pour le moins et avaient, en regardant la vitrine, cet imperceptible petit hochement de tête en signe d'approbation. Moi, je ne peux pas dire que cette harmonie me fasse plaisir. Tout au plus, j'essaie de la comprendre. Difficile quand je n'ai pas le logiciel. Mais quand même. Et aujourd'hui, je veux être honnête. Je dirais que j'ai compris le sens profond dont ne mord pas la main qui nous nourrit. Et j'ajoute, quitte à retourner sa veste. Et même sans le son, je comprenais la finalité de leur reportage. Simplement en voyant les faces réjouies du présentateur et des experts réunis pour l'occasion. Sans savoir lire sur les lèvres, j'entendais d'ici leurs commentaires me dire qu'en ce début d'année, j'avais été le mal absolu.
L'acquiescement était palpable parmi ceux qui s'étaient arrêtés. J'ai pu apprécier leurs commentaires. Le bien finit toujours par triompher. Ou alors, encore du style « Qui sème le vent récolte la tempête ». S'ils savaient. S'ils avaient conscience qu'à ce moment précis, j'étais là, juste à côté d'eux. Je n'ose imaginer. Passé le moment de répulsion qu'offre mon accoutrement, je suis convaincu qu'ils m'auraient lynché. Mais ils ne pouvaient pas le concevoir. Le narratif mis en place pour masquer l'incurie des services les condamnait à croire que je m'étais enfui sur un autre continent. C'était là, et n'ayant pas peur des mots, mon idée de génie. Me fondre dans le décor. Tel un gecko satanique, j'ai pu me rendre invisible aux yeux du plus grand nombre. Et pour parfaire ce plan magistral, dans un univers qui fait peur aux Sherlock Holmes de pacotille, les bas-fonds de leur propre ville. Ah, je vous dois la vérité. Ouais, au début, ça n'a pas été facile. Il m'a fallu comprendre les règles intrinsèques de mon nouveau microcosme. Comment ne pas vous ennuyer avec cet apprentissage ? Peut-être en vous racontant une ou deux anecdotes. À mon arrivée, je ne savais pas que ces gens qui ne sont pas grand-chose avaient un territoire. Territoire qu'ils étaient prêts à défendre à coups de tessons de bouteille. Moi qui voulais surtout ne pas attirer l'attention, il a bien fallu que je m'adapte. Alors j'ai erré de territoire en territoire pour finalement atterrir ici, autour de ce square. Là, il m'a fallu faire face aux ravitailleurs de fées blanches. Ce qu'il y a de bien avec eux, c'est qu'ils sont comme moi aujourd'hui. Ils n'aiment ni l'agitation ni la lumière. On est fait pour s'entendre. Qui plus est, je suis devenu un de leurs clients. Voilà plus d'1 an que nous cohabitons sans trop de difficultés. Oh, il paraît qu'ils pourvoient aux besoins d'une grande assemblée, ce qui nous assure un calme relatif. Et puis il y a Zayn. Ah, Zayn. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est un petit bonhomme qu'on ne voit que rarement. Je ne sais pas comment il fait, mais quand une tempête de police arrive, il le sait. Et si vous me passez l'expression, comme une traînée de poudre, il nous prévient. Et alors, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tout le monde comme une volée de moineaux. Et moi, ventre à terre, je rejoins ma planque, comme ils disent ici. Alors croyez-moi, je souris. Oui, je souris de voir tous ces enfileurs de mots vous raconter leurs fabulettes. Il était une fois le grand Charon, fils de l'obscurité. C'est lui le passeur pour l'enfer. C'est lui la cause de tous nos maux. C'est lui, nous l'avons démasqué. Ne manquez surtout pas notre grande soirée spéciale. 2 ans de cavale. Une soirée pour tout savoir sur le fils des ténèbres. Et plus chatoyantes les unes que les autres, ils enfilent leurs perles. Elles brillent, elles scintillent, la plèbe les regarde, bouche bée, prête à tout gober. Comme d'habitude, du pain et des jeux, disait le poète Juvénal. Croyez-moi, j'en connais un rayon. Oui, j'ose le dire. Dans le supermarché qu'est notre pays, j'ai été l'étalagiste en chef. Et personne, vous m'entendez, personne, pas même la grande directrice, celle qu'entre nous appelions, avec un mélange d'ironie et de respect, die Fraulein, eh bien même elle n'osait remettre en cause mes agencements. Bah, ne me regardez pas comme cela. C'est un accoutrement de circonstances. J'entends vos pensées, j'entends votre langage fleuri. C'est un mytho, ce mec. Non, je vous l'ai dit, je vous parle en vérité. J'ai été chassé du grand hypermarché global. Oh, ils m'ont bien proposé de devenir gérant d'une supérette de quartier. Mais honnêtement, vous me voyez, moi, gérer les détails d'un petit commerce ?
Vous me voyez dire à Madame Michu qu'elle se doit de présenter son cabas ouvert à la caisse? C'était une dégringolade au-dessus de mes forces. Oh, je leur ai dit. Je leur ai dit que s'ils persistaient, je me verrais dans l'obligation de claquer la porte. Eh bien, ils ont persisté. J'ai slam the door, comme on dit dans les milieux autorisés. Oh, cela en a surpris plus d'un. Même mon cher et tendre ne s'y attendait pas. Et elle m'a traité de fou et m'a tenu à peu près ce langage. Oh, tu es en train de tout gâcher, tout ce que j'ai mis des années à construire. Je te préviens, si tu passes la porte, je serai obligé de te désavouer. Et je le ferai, crois-moi, publiquement. Et pour cela, j'ai des biscuits. Lui, en qui j'avais toute confiance, me faisait me débrouiller tout seul, m'abandonner à la vindicte de nos élites et à l'aigreur populaire. Yel a osé me renier. Moi qui envers et contre tout ai fait bouclier, moi qui ai passé par pertes et profits tous ceux qui ont essayé d'approcher sa vérité. Voilà sa récompense. Lui avoir fait confiance est mon plus grand échec. Et en toute franchise, je me trouve des excuses. J'ai été approché, pour ainsi dire, au berceau. Yel m'a bercé d'illusions. À l'époque, comme le dit la chanson, je me voyais déjà en haut de l'affiche, et ils m'ont brûlé les ailes. Mais tel le phénix, j'espère bien renaître de mes cendres. J'espère surtout lui faire payer sa trahison. Moi qui ai accepté pendant des années, que dis-je, pendant des décennies, de n'être que de la pâte à modeler, moi qui ai consenti à tous ces désirs. Ah, et non d'une verge qu'ils étaient grands, moi qui me suis plié à toutes ces envies, et non d'une pipe, elles étaient aussi nombreuses que délirantes. Je jure aujourd'hui, devant vous et Méphistophélès, que ma vengeance sera terrible. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre mon temps, même si je sais que le sien est compté. Il espère, bien sûr. Il espère qu'avoir vendu son âme lui assure une vie plus que longue. Au temps de notre lune de miel, c'était un sujet de moquerie de ma part. Tu crois que ton âme vaut combien? 100? 110? Ou peut-être même 120 ans? Et elle n'aimait pas, hein. Il se mettait en colère. Je dois dire que j'aimais ses colères. Elle finissait immanquablement dans son boudoir. Mais ça, c'était avant-hier. Après, il y a eu hier, des années où ses emportements étaient plutôt du genre glacial. Le boudoir était fermé pour cause de « j'ai fini ma mission ». Aujourd'hui, c'est la mienne qui commence. La longueur du chemin pour y parvenir n'a d'égal que ma détermination. Alors, même si les apparences vous laissent à penser que je me berce d'illusions, je vous demande de vous rappeler un hiver 2016. Rappelez-vous l'illustre inconnu. Rappelez-vous ce qu'il est devenu. Vous comprenez maintenant ce qu'est la ténacité? C'est, et vous me connaissez, sans flagornerie aucune, hein, le trait principal de mon caractère. Quand je, ou que l'on, m'affecte une mission, rien ne peut me détourner de l'objectif. Cela fait partie de mon éducation. Tout petit, on m'a appris ce qu'était une mire, puis ce qu'était une ligne. Et je peux dire à mon corps défendant que j'étais bon élève, tant pour la mire que pour la ligne. Sceptique? Voilà, je vous sens sceptique. Grand bien vous fasse, mais moi je suis déjà en marche. À petits pas, je vous l'accorde, mais ma conjoncture étant ce qu'elle est, je me dois de m'adapter. Et en bon géco satanique, je me fonds dans le décor pour laisser passer l'orage. Le pire pour moi serait aujourd'hui de me faire arrêter. Le monde n'est pas prêt à entendre ce que j'ai à dire. Il est difficile de reconstruire quand tout n'a pas été détruit. Oui, j'ai été instruit, éduqué, et j'ose le mot, programmé pour cela. Ils ont commis une erreur en m'abandonnant. Face à ce constat, je me pose deux questions.
Dois-je leur pardonner ou bien ai-je les moyens de ne pas leur pardonner? Ils n'ont pas le pouvoir, non, 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 ils sont le pouvoir. Vous percevez la différence? Donc, je n'ai pas les moyens et je dois leur pardonner ou au mieux faire mine de tourner la page. Et tout cela ne sera pas réalisable du fond d'une cellule, non. Alors je me fais violence. Il faut que je laisse du temps au temps. Quelques années encore et Yael ne sera plus de ce monde, la vue sera plus dégagée, sans compter que... Vous avez vu le nouveau? Vous l'avez écouté. Aucun charisme, il va se laisser berner par tous les corps intermédiaires. Il n'avance pas, il recule. Avec lui, l'agenda ne sera jamais tenu. Et pour eux, c'est pire que tout. Alors prenez date. Chut. C'est Zaïn. Ne bougez pas. Ouais, ils sont partis encore une fois. Mille merci Zaïn. Oh là là. Sans lui, je serais en cellule. Hein. Et en plus pour rien. Il faut rester vigilant. Et il faut donner le change à chaque instant. Que ce soit pour survivre ou pour mener à bien notre projet, il faut savoir mystifier le réel. Écoutez-moi, le réel n'existe pas. Le narratif le crée. De là, deux solutions. Pas une, pas trois, deux. Ou bien tu es du côté de ceux qui subissent ce narratif, ou bien du côté de ceux qui le créent. C'est comme ça qu'ils m'ont repéré. Je ne m'en souviens plus, mais ma grand-mère me l'a maintes fois raconté. Ma grand-mère. Une Marina avant l'heure. Enfin, je dis ma grand-mère, mais je n'en suis même pas sûr. Ce dont je suis certain, c'est que je n'ai pas adopté mes parents. Déjà qu'ils m'ont imposé Amiens. Ah, je déteste cette ville. Pour moi, ce n'est pas une ville, non, c'est une caserne. Mais alors mes parents? Non, non, non. Je devais avoir 7 ans quand ils m'ont emmené à la caserne. Ils m'ont présenté Françoise et Jean-Michel. Non, pas Yael. Lui, ce sera pour plus tard. Il ne ressemblait à rien. Et je n'en voulais pas. Alors je l'ai fait savoir. Ils étaient tellement convaincus que ce devait être moi qu'ils m'ont trouvé l'Abramovitch de l'époque. Institutrice de son état, elle allait m'éduquer. Le courant est passé. Je l'ai très vite appelé grand-mère. Et ceux que tout le monde appelait mes parents n'étaient là que pour la façade. C'est Marina qui m'a préparé. C'est elle qui m'a poussé à faire du théâtre. Ma prof était enthousiaste. D'acteur, il m'a fait passer à hauteur. Ensemble, nous n'avons pas enfilé que des perles. Nous avons peaufiné mes ébauches. Nous y avons passé des jours et des jours à titiller la muse, puis des jours et des nuits à parfaire le spectacle. Naïvement, je pensais au spectacle de fin d'année. Mais non, 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 ce n'était pas cela. Yael me cadrait à coups de « je pense que tu peux aller plus loin » ou encore « tu peux aller plus haut ». Ah, plus haut, c'était la chambre du premier étage, le boudoir des délires. À côté de cela, je n'étais pas ce qu'on appelle un élève brillant. Mon domaine de prédilection était déjà la verbomanie. Chez moi, c'est inné. Alors, je ne sais comment Yael s'est débrouillé, mais je suis admis à Henri IV, puis à Sciences Po. En parallèle, je commets un mémoire d'études dédié à Machiavel. Les amis de Yael m'ont beaucoup aidé. Lui s'est fait nommer à Franklin. Il y a rejoint les enfants de Bernard. Franklin, c'était juste pour avoir un alibi. Bref, quand je vous dis qu'on m'a modelé, c'est par Franklin que Bernard, dit le luxueux, est entré dans ma vie. Alain, dit le gestionnaire d'idées, était déjà là. Jacques, le spécialiste en président, est arrivé juste un peu après. Ce triumvirat des mentors allait finaliser mon image. Je n'ai jamais su qui tenait quoi. De la massette portugaise, du marteau polka ou du compas. Je n'ai jamais bien compris le rôle de chacun.
Disons que je l'ai entreaperçu. Bernard, le luxueux, m'a introduit. Alain, le gestionnaire, m'a lustré. Pour que Jacques, celui qui parle à l'oreille des présidents, puisse me faire jaillir. Août 2007. Je nais au monde de la chose publique. Jusque-là, j'avais été protégé dans la pénombre de la famille, comme aimait à le dire David, de la banque. Petit à petit, j'entrais dans la lumière. D'abord, une espèce de clair-obscur. On me fait passer de Nestlé à Flamby. J'en deviens le conseiller. Puis, une fois franchie la cérémonie des urnes, je suis propulsé secrétaire général, adjoint au château. Qu'est-ce que je suis fier! Mais mon enthousiasme est de courte durée. Yel me répète sa phrase favorite. Toujours plus haut. Notre appartement n'étant pas un duplex, je lui fais remarquer que cela sera difficile. Il me répond « Ton cul sur la commode ». Je tairai la suite. Nous avons beau être dans la rue, il est des choses que l'on garde pour soi. Ces années-là, c'est les années les plus tranquilles de ma vie. On me fout une paix royale. Quoi de plus normal, me direz-vous, dans une monarchie républicaine. Bon, la parenthèse ne durera que 2 ans. Nouvelle marche. Les projecteurs se braquent sur moi. Je deviens ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Même si cela sent le sapin dans les coins, Yel est là, omniprésent. Il briefe le cuisinier pour que je ne prenne pas trop de poids. Il est vrai que nous faisons 2 repas chaque soir. Yel m'explique que battre le fer pendant qu'il est chaud veut dire ici convaincre les people que je suis leur meilleur atout pour 2017. Toujours plus haut. Les débuts sont difficiles, et puis on mange à guichet fermé. C'est très bon pour toi, me dit Yel. Comme le fer, on bat la campagne. Nous voilà en marche vers le château. Ah, je me souviens de notre première nuit dans le donjon. On n'a pas beaucoup dormi, non? La première année s'est relativement, elle aussi, bien passée. Mis à part un général qui a tout fait pour me gâcher mon premier défilé du 14 juillet. Yel a mis 5 jours à le faire dégager. Adieu, Pierre. Tout nous a l'air si facile. Yel me conseille. Alors je prends un air grave. Je décide. Et tous se mettent au garde à vous pour exécuter. Cette facilité nous permet de nous laisser aller. Brigitte, comme l'appellent les médias, commence la réhabilitation. C'est elle qui le dit, la réhabilitation du château. Quant à moi, je deviens proche d'Alexandre. Mais si, vous le connaissez, mon garde du corps, et je dois dire qu'il s'en occupe très bien. Mais cet idiot prend ses aises. Lui qui aime manier le paddle s'en donne à cœur joie pendant la manif du muguet. Et là, une nouvelle race d'individus, ceux qu'on appelle les journalistes citoyens. Le film. Yel m'oblige à le désavouer, et elle envoie Michel faire le ménage. Comment vous ne savez pas qui est Michel ? Mais à Paris, tout le monde la connaît. Elle est Mimi, marchande, toujours prête à rendre service. Elle n'est spécialiste de rien, mais elle sait tout faire. Du plan média à l'enlèvement des coffres, en passant par les potins mondains. Je l'appelle ma clé à molette. Quel que soit le boulot, elle s'adapte. Je suis sûr qu'elle a passé l'aspirateur dans l'appart d'Alexandre. Et puis après, Yel a envoyé Alex en Afrique faire le singe avec des Russes. Moi, je me suis contenté d'aller en Amérique latine, boulevard Saint-Germain, maison de l'Amérique latine, d'où j'ai lancé un « qu'ils viennent me chercher ». Forme grammaticale apprise aujourd'hui dans toutes les écoles de communication. Figurez-vous que quelques mois plus tard, certains, tous de jaune vêtus, ont essayé. Et là, c'est la première fois que je vois Yel perdre son sang-froid. Il a fait venir un hélicoptère, pour au cas où, me dit-il. Bernard, le luxueux, était bien décidé à prolonger son voyage aux États-Unis. Alain, le gestionnaire, ne voulait surtout pas sortir de son hôtel particulier. Il n'y a que Jacques, celui qui parle à l'oreille des présidents, qui nous a répondu. Oui, par téléphone, il ne faut pas exagérer non plus. Première fêlure. Je décide. Oui, vous avez bien entendu, je décide.
seul, je vais me passer d'eux. Je saute allègrement par-dessus les têtes du triumvirat. Je suis déterminé à prendre mes ordres directement, sans intermédiaire. J'envoie un message à Klaus. Klaus, l'oligarque de Davos. Oh, je lui envoie un message sur Telegram. Sa réponse n'a pas tardé. Il m'envoie la meilleure équipe de McKinsey, branche américaine. Réunion de crise, sans Yale, qui est furieux. Ils organisent un brainstorming, ce qui en sort enfumage. Organisation de grands débats dans les provinces du pays. J'objecte qu'un jour ou l'autre, il faudra bien apporter des réponses. Objection rejetée. Vous n'êtes pas là pour objecter, mais pour obéir. Et surtout pas pour obérer nos décisions. Message reçu, je prends mon bâton de pénitence et commence à faire un tour de France. J'écoute. Peu. Je parle. Beaucoup. Vous avez oublié mon excellence en verbomanie. Mac qui sait tout me souffle un concept. Les cahiers de doléances. Cela sonne révolution. Cela fait c'est le peuple qui décide. Il n'y a pas à dire, ils sont bons, hein, la com ça les connaît. Pendant ce temps, Yale dépense sans compter pour sa réhabilitation. Les mois passent et les gilets jaunes, ainsi nommés par les médias, brandissent les cahiers de doléances et me demandent des réponses. Nouvelle réunion. Ce qui en sort, oulala, une étincelle de génie, une pièce d'artifice, un crépitement d'habileté, un sacrifice pour une rénovation sans pareille. Rendez-vous est pris sur toutes les chaînes de télé pour le 15 avril 2019 à 20h. Sauf que, à 18h, 18h20 pour être précis, l'incendie de Notre-Dame embrase le ciel de Paris. Mais quel génie! Quelle étincelle! Mon intervention est reportée sine die. Il ne reste plus qu'à lui organiser un enterrement de première classe. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je m'explique. Des complotistes de la première heure ont remarqué nos sourires avec Édouard. Mais oui, Édouard, le boxeur du Havre. En arrivant sur place, il ne faut pas chercher midi à 14h. Édouard, le boxeur, me dit sur le parvis, bien joué, avec un grand sourire. Je ne peux lui répondre qu'en souriant. Fin de la blague. Le traumatisme causé par cet incendie occupe le peuple pendant quelques semaines, qui peuvent même se compter en mois. Mon cabinet noir trouve rapidement la suite. Assainissons les finances publiques, cherchons des économies, réformons les retraites. Les génies de la com m'expliquent. Les Frenchies sont très tatillons sur leur fin de vie. C'est sûrement le peuple qui accepte le mieux l'esclavage du travail, et ce, pour pouvoir profiter de la vie quand ils ne le pourront plus. Cela va nous promettre des grèves à n'en plus finir, et alors adieu les cahiers. Imparable, non? Je me range à leur scénario. Quoique, non, c'est pas possible. Ce qui s'ensuit, la chienlit, aurait dit un de mes célèbres prédécesseurs. On laisse pourrir. La suite nous donnera raison. Après moult manifestations et des kilomètres de merguez, il plie. Cela aura coûté 500 millions rien qu'à la SNCF. Ils auraient pu investir tout cet argent dans, je ne sais pas moi, dans la rénovation des gares, par exemple. Oh oui, elles en auraient bien besoin. Quand j'ai élu domicile dans la rue, et que j'errais de territoire en territoire, j'ai croisé quelques gares. Vous avez déjà été dans une gare la nuit? Attendez, je parle de la nuit, le moment où ces édifices ne font plus leur office, ces quelques heures où les murs sont livrés à eux-mêmes. On y croise la faune des gens qui ne sont rien, tous ces gens qui n'ont à perdre que la vie. Et comme à leurs yeux, leur vie ne vaut pas grand-chose, ils ont vite fait de la mettre en balance. Quelquefois pour presque rien, souvent pour rien du tout. En vérité, on ne parle bien que de ce que l'on connaît. Et j'ai quelques expériences de ces instants où tout peut basculer. Il est vrai que, pour le commun des mortels, il y a d'autres lieux de promenade nocturne que les passages souterrains de la gare du Nord. C'est une véritable cour des miracles, où s'y côtoient la cruauté, la brutalité et autres frénésies. On s'y bat pour tout, un bout de couverture, un reste de riz ou encore un mégot de cigarette. Je n'y ai passé que quelques nuits, quand le froid mordait trop et qu'il fallait se réfugier dans un abri. Quel spectacle! Moi, c'était pas Mogador, Et pourtant,
Je dois dire que j'ai participé à de nombreuses cérémonies d'initiation au cours desquelles, tant le décorum que les rites sont là pour impressionner le récipiendaire. Mais ce que j'ai vu là-bas dépasse l'entendement. C'était, je crois, la 3e nuit. Oui, cela ne pouvait pas être les premières, sinon je n'y serais pas revenu. Imaginez, vous êtes fatigué, que dis-je, épuisé. Vous cherchez péniblement à trouver le sommeil, et enfin vous vous endormez. Et là, comme dans un cauchemar, vous êtes réveillé par des cris, mais des cris qui ressemblent à ceux d'une bête qu'on égorge. Alors vous ouvrez les yeux et à vos pieds gît un jeune homme, beau, beau comme le sont les métis. Le sang coule. Il lui manque une main. Je me penche pour... Stop! Stop! Me hurle un homme énorme. Si tu tiens à la vie, tu t'arrêtes. Tu sais ce qu'il a fait? C'est une aramzoda. Enfoiré, comme vous dites ici. Il cherche les enfants pour le business. Tu comprends? Il a voulu prendre mon fils. Tu comprends ce qu'il veut faire avec? Si toi, tu le secours, tu es être comme lui. Tu comprends? Que vous dire? J'ai été dans un autre passage pour essayer de dormir et de ne plus penser à ce geste barbare mais ô combien efficace. C'est vrai que je n'ai pas levé le petit doigt pour ce jeune homme. Mais bon, je me dis que c'est la loi de la rue. Oh, je sais ce que vous pensez, hein. On se console comme on peut. Sûrement, mais aujourd'hui je n'ai ni l'envie ni les moyens de jouer au père la morale. Mais on cherche tous des excuses à nous acheter. Bon, pardon, j'ai plombé l'atmosphère. Bon, mais revenons à nos moutons. Je vous parlais de la réforme des retraites et je vous disais qu'il pliait et que... Ah, c'est là que j'ai merdé. J'aurais dû faire savoir que je n'étais pas n'importe qui, m'appuyer sur les dires de Klaus, l'oligarque de Davos, le meilleur d'entre nous. Je ne l'ai pas fait. Et ils ont, en me prévenant au dernier moment, abattu une carte maîtresse. La pandémie. Il faut vous dire que pendant les premiers mois, j'ai couru tel un petit télégraphiste, j'ai couru après des consignes. On me les fournissait au compte-gouttes. C'est ce qui explique votre juste impression, et vous disiez ce sont des amateurs. Bas les masques, pas les masques. Ils sont réservés aux soignants. Il est 20h, applaudissez-les. Attention les pharmaciens, si vous vendez des masques au Quidam, c'est l'amende. Ah, ça y est, on a réussi, on s'est fait livrer. Si vous ne portez pas de masque, c'est l'amende. Mon nouvel officier de liaison, c'est Victor. Oh, vous n'êtes pas réveillé? Ah, mais bien sûr que vous le connaissez, c'est le fils de Laurent. Mais si, Laurent, le président anticonstitutionnel. Ah, vous voyez, il faut vraiment vous mettre les points sur les i, hein. Il décide que je dois faire un discours. Alors j'appelle Jonathan. Bonjour ma plume. Envole-toi, va rejoindre Victor, le fils de l'anticon, là. Et soyez lyrique. Ils décideront, sous l'impulsion des autorités d'en haut, qu'il n'y aura pas un, mais 2 discours. Les dates aussi sont arrêtées. Ce sera les 12 et 16 mars 2020. Celui du 12 sera lénifiant. J'y parlerai de responsabilité, de solidarité, mais surtout des gestes barrières, ce concept dont Victor est tellement fier. Quant à celui du 16, il sera martial. J'y parlerai de guerre, de confinement. Bref, j'abattrai leur carte maîtresse. J'ai accepté tout cela par loyauté envers Klaus, l'oligarque. Bill, l'informaticien, et Georges, non pas Clooney, l'autre, celui des fondations à la con, là. Candide, j'ai cru qu'ils auraient la reconnaissance du ventre. Ils se sont goinfrés et ils m'ont voué aux gémonies. Oui, c'est à ce moment que je situe le début de ma descente aux enfers. Une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est leur rapport au temps. Ils n'ont pas le même que le vôtre. Une de vos années équivaut pour eux à une petite semaine. Et si vous comprenez cela, vous avez déjà fait un grand pas en avant. Mais faites attention, hein. Faites attention, vous mettez les pieds. Car plus vous avancerez dans la compréhension du phénomène, plus les choses trappes seront nombreuses et difficiles à éviter. Vous voilà prévenu. Je disais oui, le début de leur trahison, leur lâchage, enfin non, n'ayons pas peur des mots, leur lynchage, ne s'est pas fait en un jour. Ils l'ont fait durer des mois, des années. Par courtoisie, j'ai tendance à penser par cynisme.
Bien sûr qu'il y a eu des hauts et des bas. Dès qu'ils sentaient que je n'étais plus, à leurs yeux, aussi opérationnel, ils envoyaient Yuval Noah, le scribe de Klaus, Alexander, le fils des fondations à la con, ou encore Larry de la Roche-Noire. Ils venaient dîner au château, Yel se faisait mielleux, mon cul sur la commode reprenait du service, et moi, tel un benet moyen, je reprenais confiance et regonflé, j'étais à nouveau en marche pour de nouvelles aventures. Ah, en parlant de regonflage, vous permettez, là. Attendez, non, mais c'est de l'eau, hein. Je parle. Il faut humidifier la machine. Mais oh, ne me regardez pas comme ça, c'est de l'eau. Attendez, je vous parle en vérité, c'est de l'eau. Ah, je n'ai jamais eu d'addiction à l'alcool. Pour le reste, je m'arrange. Hein. C'est pas facile, en plus. Il est des addictions de riches. Hein. Elles sont très mal tolérées par ici, alors je m'aménage. Cette bouteille, par exemple, je l'ai trouvée dans une poubelle. Elle était vide, bien entendu. Il n'y avait plus de gnôle dedans, bien sûr que non. Et alors, elle m'a donné l'idée de cet arrangement. J'ai mis de l'eau et j'ai fait croire que. D'autant qu'ici, je n'ai pas ma boîte à idées. Non, Mac, qui sait tout, ne m'a pas suivi dans mes nouveaux appartements. Alors je fais sans eux. Et je me rends compte que d'élaborer des stratagèmes, de les appliquer, c'est à la portée, non pas de n'importe qui, mais enfin, suis-je n'importe qui, mais à la portée de toute personne qui veut s'en donner les moyens. Et pour ça, j'ai constaté que d'avoir fait de grandes écoles n'était pas indispensable. De là à dire que c'est contre-productif, j'ai du mal à m'avancer sur ce terrain. Je dirais que c'est comme une pièce de monnaie. Il y a deux côtés. Le côté face, pour en mettre plein la vue. Certaines grandes écoles sont nécessaires pour cela. Et l'autre côté, le côté pile. Mais c'est là qu'est frappée la valeur de la pièce. Pour les petites gens, ces arrangements ont fréquemment une valeur vitale. Ils ne les utilisent pas à tort et à travers. Et si pour vous les hivers sont doux, pour les gens de la rue, ils sont la plupart du temps difficiles à supporter. Alors, il faut s'arranger. Tiens, Zaïn, par exemple, n'a toujours pas eu son emploi, là. Je ne sais pas pourquoi un jour où il était de repos, il est venu s'asseoir à mes côtés. Il devait avoir envie de parler. Oh, je n'ai pas eu à le questionner, non. Il avait un vrai besoin de se raconter. Tu sais, me dit-il, je n'ai pas toujours été chouf. Hein. J'ai eu d'autres vies. Dans la dernière, j'étais SDF. Ah, mais je t'embête, tu avais peut-être envie de rester seul, non? Non, au contraire. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans ta vie d'avant? Et qu'est-ce que c'est qu'un chouf? Un chouf, c'est un guetteur, si tu préfères. On est là pour prévenir de l'arrivée des keufs. On est là pour que le business se passe tranquille. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Avant, là, peut-être de rester à l'abri du mauvais temps et des bagarres. C'est-à-dire, je sais pas pour toi, mais moi, mon obsession, ça a toujours été de me trouver un coin tranquille pour passer la nuit. Loin des fiers à bras, et si possible au chaud. Mon meilleur coup a duré, plus de 2 mois. Et il aurait pu continuer si... Ah non, je te dis pas tout de suite, je vais te raconter. Un soir où il pleuvait des seaux, et comme ma récolte avait été bonne, je suis entré dans un café pour m'abriter, me réchauffer, mais aussi pour boire un bon chocolat chaud. Tu veux que je te dise ce qui m'a vraiment fait kiffer? C'est d'aller pisser dans de vraies chiottes, comme quand j'étais petit chez mes parents. Là, j'en profite pour me laver le museau. Et qu'est-ce que je vois au-dessus de ma tête? Une trappe. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais je suis monté sur le chiotte et j'ai ouvert la trappe. Et qu'est-ce que j'ai vu? Oh, j'en revenais pas. Un appartement! Non, je rigole, bien sûr. Mais quand même, j'ai vu un endroit sec et chaud où je pourrais dormir. Alors j'ai refermé la trappe, je suis sorti du bar, et puis je me suis arrangé pour revenir juste avant la fermeture. J'ai commandé un café, et hop, j'ai disparu dans les toilettes. Et hop, la trappe, et hop, dodo bien au chaud, tranquillou. Le lendemain, dès que j'ai entendu le bar qui s'agitait, je dresse l'oreille, pour entendre le brouhaha de tous ces gens qui avalent un café avant d'aller taffer. Là, je descends de mon lit, je ferme la trappe.
la porte des chiottes à clé aussi, hein, un brin de toilette, et je sors dans la salle. Je m'assois et commande un petit crème avec un croissant. Au bout de quelques jours, je rigole avec le garçon. Bon, je sais que c'est pas bien d'avoir fait ça, mais en même temps, comme disait l'autre qui s'est barré, tu sais, en même temps, là, je ne volais personne. Tu sais, ça aurait pu durer encore longtemps, hein, si un matin, Johan, tu sais, le grand chauve, là, celui qui vient de temps en temps relever les compteurs, ne s'était pas assis en face de moi. Et au bout de 10 minutes, il me proposait mon job d'aujourd'hui. Tu vois, tout ça, c'est parti d'une trappe. Si un jour j'ai des enfants, je leur apprendrai à bien regarder autour d'eux pour profiter de toutes ces opportunités que beaucoup ne voient pas. Si je n'avais pas vu la trappe, hein, je ne serais pas là aujourd'hui à te raconter mon histoire. Comme quoi, il s'est levé, m'a serré la main en me disant « Bon, ouais, le taf t'attend pas, hein, un de ces jours, un même endroit. » Il fut un temps où j'aurais dit « racaille, profiteur ». Aujourd'hui, je suis ému. Ouais. Oh, garçon, laisse tes émotions au vestiaire, hein. Tu sais où cela mène. Et vous aussi, vous savez où cela conduit. Si vous ne savez pas, regardez autour de vous. Contemplez l'état du pays. Ok, ce ne sont que des émotions négatives et téléguidées, mais quand même. Bref, où en étions-nous ? Ah, c'est ça la verbomanie, hein ? Ah oui, nous en étions où ? Ah oui, au deuxième discours. Alors oui, mon deuxième discours, voilà, les mesures militaires, aplanir la courbe, et tout cela pour votre bien, pour votre santé et votre sécurité. Pas faux, hein ? Pas juste non plus. Tiens, on va la refaire. Mon deuxième discours, les mesures militaires de restriction, aplanir votre résistance, et tout cela pour notre bien, notre santé financière et la sécurité de notre système. Pas faux. Peut-être plus juste, non ? C'est ce que certains d'entre vous ont appelé la novlangue. Alors, vous ne serez pas venus pour rien. Je vais vous donner un scoop. C'est Jacques, celui qui parle à l'oreille qui a commencé. Depuis cette époque et jusqu'à mon départ, toutes les semaines, j'ai eu droit à des cours de novlangue, comme vous dites. Cela consistait à donner une notion presque contraire ou carrément contraire aux mots prononcés. Par exemple, la paix, je devais dire la guerre. Ou pour le soin, c'était le mépris. La vérité donnait l'invention. Et ainsi de suite. Yel appelait ça ma formation continue. Je continue et les Français attendent, avec impatience, le remède que nous leur avons si bien vendu. Espérant avec lui enfin sortir de cette situation temporaire. Combien de fois ne l'ai-je répété ? Situation qui les exaspère. Noël est là. Et avec lui, tous les crédules crient un ouf de soulagement, qui couvre les chants liturgiques. Dans sa hotte, le Père Noël leur a amené la fameuse et attendue délivrance. C'est Morissette qui s'y colle. Il faut absolument remercier nos propagandistes. Ils ont vraiment fait le boulot. Puis c'est au tour d'Olivier, dit le véreux, et de Jean, de la RATP, de relever leurs manches devant les caméras. En privé, j'appelle ça la tartucoviderie. Et elle a dû prévenir Victor, le fils anticon, là. Le lendemain, il est décidé que j'irai à nouveau me reposer à la lanterne. Si Versailles vous était compté, on vous dirait qu'ils avaient peur d'un faux pas. L'officiel vous contraint un Covid. Comme quoi, cela n'arrive pas qu'aux gueux, hein. Enfin bref, je refuse ce deuxième épisode. Nouveau narratif. Ayant déjà eu le Covid, j'attends que mes anticorps descendent. Ils ne descendront jamais. Je flotte. Je deviens presque dangereux pour leur plan. Si bien qu'en juin, ils m'envoient Joe, himself. Un petit coup de commode et ça repart. Si bien que le 12 juillet 2021, j'annonce, je me cite, « L'équation est simple. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser. Plus nous éviterons les hospitalisations et autres mutations du virus. » Et en même temps, la vaccination obligatoire pour les soignants. Yel convoque Elisabeth, la borne, comme on l'appelle, hein, ministre du Travail. Le lendemain, celle-ci annoncera la mise à pied de tous les récalcitrants sans salaire. C'est illégal, on le sait. Mais comme le dit Yel, on s'en bat les roubignoles. Ce que je fais après, je ne le ferai pas aujourd'hui.
D'abord parce que je n'en ai pas, et ensuite parce que sûrement je ne le supporterai pas. Ô miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus grand. Mais c'est toi qui vas prendre la présidence de l'Europe. Toujours plus haut. Victor, le fils de... Enfin, vous connaissez la suite, me tient à peu près le même langage. Sa cellule se réunit, il trace la ligne à suivre. Moi, je suis heureux. C'est vrai que je commençais à me sentir un peu à l'étroit dans l'Hexagone. Vous ne pouvez pas vous rendre compte du bol d'air que m'apporte cette présidence. Pouvoir mettre mon grain de sel partout en même temps, dans les 27 provinces qui composent notre si grande Europe. Quel pied! En cette fin janvier, Yel est fier de moi. J'ironise à un toujours plus haut. Ne fais pas le malin. Si tu ne fais pas où on te dit de faire, dans 6 mois, tu n'es plus rien. Le lendemain, Klaus, l'oligarque, d'où vous savez, m'appelle et m'informe que leur plan se réalise enfin. Je tombe des nues. Quel plan? Mais voyons, Emmanuel, me dit-il un peu sardonique, ne me dites pas que vous ne voyez rien venir, vous me peineriez. Je tente un nouveau virus. Il éclate de rire. Vous avez toujours le mot juste. Moi-même, je n'y avais pas pensé. Vladimir, un nouveau virus. J'espère que le virus est russophone. Félicitations. Le soir même, je convoque tous les services. Réunion de crise. La question est, dites-moi tout sur Vladimir. Prépare-t-il quelque chose? Comme toujours, lorsqu'ils ne savent rien, leurs réponses sont évasives. Il nous paraît, peut-être, les remontées du terrain ne sont pas claires. Ouais, nous sommes tout au début février 2022. C'est Victor, le fils de... qui me met au parfum. Et ça pue. Je commence à comprendre le fait où on te dit de faire. Je vous résume le topo de Victor, le fils de... Enfin, vous connaissez la suite. À part quelques pays, le Covid est très en deçà de nos espérances. Heureusement, le plan Minsk avance bien. Vladimir s'énerve, les provinces russophones sont à bout. L'invasion de ce territoire par la Russie est inévitable. Enfin, la guerre est là. Évidemment, nous sommes tous contre la guerre. Évidemment, tout le monde est pour la paix. Et c'est à toi, en l'occurrence moi, qu'il revient d'aller jouer le négociateur pour la paix. Pourquoi moi? La réponse fuse. Parce que tu fais du théâtre. Une objection? Non, bien sûr que non. Je vais aller faire où on me dit de faire. Vladimir a mis les petits plats dans les grands. Vous avez vu la table? Je devrais prendre des cours. Dans l'avion du retour, on débriefe. Le mot qui revient le plus souvent est humiliation. C'est vrai que j'ai revu les images. J'ai l'air tout petit. Contre toute attente, j'ai droit aux félicitations de Yel, qui me dit « Tout le monde est content, c'est bien ». Je me vois revenu au temps de la Providence, jeune pubère devant ma prof de français. Ici, nous sommes en période électorale. Oh, la stratégie est simple, me souffle Victor, le fils de... Tu n'as pas le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Mais oui, ça marchera encore cette fois. Le bougre a raison, le premier tour ne sera qu'une formalité. Le plan a parfaitement fonctionné. Un grand merci à Fabien, le cadet Roussel. Grâce à lui, et comme nous l'avions prévu, on a sorti Jean-Luc, dit la Méluche. Une spéciale congratulation à Eric, le reconquis, qui me permet d'être devant Marine pour le second tour. En bonne pute qui se respecte, je passe un coup de fil à Jacques, l'homme qui parle aux oreilles de qui vous savez, pour qu'il fasse part de notre profonde satisfaction à tous ces réseaux. Arrive le débat d'entre-deux tours. Cette fois, pas besoin de drogue. Nous avons passé un accord avec Marine pour qu'elle se couche. Les millions de Bernard le Luxueux n'y sont pas totalement étrangers. Encore une affaire rondement menée. Yel et moi pouvons parader devant la tour Eiffel, entourés d'enfants sur la musique de l'euro... sur l'hymne à la joie. Nous faisons les premiers pas de mon nouveau quinquennat. Sacrée soirée. Tous ces symboles que personne ne relèvera. D'abord les enfants. Oh, ce n'étaient pas les mêmes. Ce n'étaient pas ceux qui m'attendaient sous la pyramide il y a 5 ans, non. Cela était trop grand aujourd'hui. Rendez-vous compte, le chemin parcouru en un quinquennat. En ce mois d'avril 2022, nous ne sommes plus obligés de cacher tous ces enfants. Ensuite, la musique. Elle annonce la suite.
Plus d'Europe et moins de France. Les plus téméraires diront que je suis un européiste convaincu. Klaus, Joe, Olaf, Volodomir, Jacques, Bernard et j'en oublie me féliciteront pour cette mascarade si bien orchestrée. On peut penser ce que l'on veut. Cela me fait chaud au cœur. C'est déjà cela. En même temps, si j'espérais un nouveau tour par la commode, lui ne viendra pas. Yel est ailleurs. Je suis le nouvelle première dame, me dit-il, et tout le monde sait que dans un couple, c'est la bourgeoise qui porte le pantalon. Déception. Nostalgie. Pendant ces élections, Yel et Victor, le fils d'eux, se sont rapprochés. Ah non, pas pour la commode, mais pour la ligne qui doit prévaloir dans les mois et les années qui viennent. Il ne faut pas être grand clair pour percevoir les turbulences à venir. Nous sommes au temps où Yel me rejoint souvent dans ma chambre après l'extinction des feux. Encore une fois, non. Il n'y a pas de commode dans ma chambre. S'il vient, c'est pour me donner des consignes pour le lendemain. Il faut remercier Elisabeth Laborne. Tu vas la nommer première ministre. Ah, n'oublie pas Gabi. Marie, sa protectrice, a eu tous deux jaunes vêtus les mots justes pour ton investiture. Comment, tu ne te souviens pas ? Mais voyons, elle était tout à côté de Manuel, le faux français, ou le faux espagnol, on ne sait plus très bien. Ah, une dernière chose, n'oublie pas Marlène. Marlène, c'est mon amie, trouve-lui quelques postes. Comme d'habitude, je fais ou... Enfin, vous connaissez la suite. Ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est l'Europe. Je suis intimement persuadé que je dois pousser mon avantage auprès de Die Fraulein. Pour la France, je fais tout bien comme ils me disent. Pour pouvoir, je l'ai négocié directement avec l'oligarque de Davos, avoir un peu de liberté à l'international. Je dois dire que je suis fier de moi. Les pays européens me suivent, tous d'accord. Bon, à quelques exceptions près, mais on y va. Non, je me refuse de faire de la publicité aux États qui ne comprennent pas ma vision. Joe, de moins en moins souvent, c'est vrai, maintenant c'est plus souvent Barack qui m'appelle pour me féliciter. Grâce à mon rapprochement avec la dame de Basse-Saxe, dit Fraulein, l'Europe sombre. Elle devient le phare du délabrement de l'Occident. Allez, avouez, il y a de quoi être fier, non ? C'est bien, mais pas assez, me souffle le bon roi Charles à Versailles. Vous devez remplacer notre Boris. Lui était un vrai va-t-en-guerre. La place est libre, et je suis sûr qu'elle est pour vous. Au toujours plus haut de Yel vient de s'ajouter le toujours plus loin du bon roi Charles. Avec ça, me voilà armé pour une guerre qu'ils veulent mondiale. Une ombre au tableau, une seule. Mais quelle ombre ? La santé déficiente de Joe. Ah, bof, nous le savions tous, mais maintenant elle apparaît au grand jour. Barack et Hilary sont paniqués. Ils ne répondent plus à mes appels. Je dérange l'oligarque Klaus qui me fait savoir par son secrétaire que le moment est mal choisi. J'ai la douloureuse impression que je ne suis plus le centre. Ah oui, c'est dur à vivre. Je m'en ouvre à Victor, le fils anticon. Il n'est pas très loquace. Il me lâche un « Tu as voulu ton autonomie pour l'international ? Ben, débrouille-toi. » Me voilà seul. Ils ont tous mieux à faire que de me regarder. Moi qui ai fait semblant de faire philo, je repense aux vieux préceptes de ma grand-mère. Quand tout ne va pas comme tu veux, fais le dos rond et attends. Ce n'est pas dans mon caractère d'être passif. Mais quand il faut, il faut. Mais enfin, au bout en moins d'une semaine, je m'ennuie. Alors il me vient une idée. Les élections européennes viennent de se terminer et ce ne fut pas brillant. La ligne victorienne du fils anticon a ses limites. Dans la solitude de ma chambre, où j'ai beau avoir installé une commode, rien ne vient. Alors je me dis, demain, je fais une annonce. Le printemps est doux, la France s'enfonce doucement, personne ne m'attend. Je m'invite chez les Français. Il est 21h et j'annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Yel me traite de fou. Victor, le fils rentre précipitamment de week-end pour me sermonner. Je lui réponds que sa stratégie électorale n'était peut-être pas des plus efficaces au vu des résultats de nos listes à Strasbourg. Conformément à mon pronostic, les candidats de Marine et de Jordan sont en tête.
Gabi, le stagiaire, ne fait pas le poids. Quant à Olivier, le fort en gueule, et Jean-Luc Laméluche, ils font encore illusion avec leur nouveau front fourre-tout, là. Victor, le fils d'eux, me rappelle à nos accords. La team McKinsey s'installe au château. Elle élabore la ligne à tenir pour l'entre-deux-tours et ressort le bon vieux front républicain. Nos troupes vont jouer au castor. À mon corps défendant, je dois dire que ça limite les dégâts. Dommage peut-être. Puis une éclaircie. On me courtise. Flamby veut me parler à l'oreille. Nicolas est prêt à jeter son bracelet. Comme au bon vieux temps, le tout Paris se presse. Oh, halte là, oh là, nous avons d'autres chats à fouetter. Regardez, vous voyez la scène ? Si, regardez bien. Ah, j'ai grillé la politesse à Anne de Paris. J'ai envoyé Amélie. Elle sait nager. Mais putain, qu'est-ce qu'elle a l'air de ce qu'elle est, une empotée. Au château, Yel précipite les préparatifs pour, dit-il, des vacances qui nous feront le plus grand bien. Alors nous partons pour le fort. Je veux croire que c'est la jalousie qui le fait agir ainsi. Grand bien lui fasse. Il oublie juste une toute petite chose. Je suis le président de la République. Pour le lui prouver, à chaque fois qu'un de nos compatriotes de couleur gagne une médaille d'or, je fais appareiller mon Falcon pour le serrer dans mes bras. J'aimerais avoir le don d'ubiquité pour voir sa tête pendant devant son écran. Et là, je lui ferai remarquer qu'il a enlevé toutes les commodes au château. Petite vengeance de l'adolescent que je suis resté. Ah, les autres, les politiciens de mes deux, la s'invective, se battent comme des chiens pour un morceau de viande. Ils voudraient tous être soit Premier ministre ou que leur protégé le soit. Aller voir sur tous les médias, faire la roue, se montrer le plus... Elles ou ils veulent tous être le plus... Enfin, ce spectacle me fait presque oublier mon destrier des mers. Je ne ferai pas beaucoup de 666 cette année, tout occupé que je suis à les regarder s'entre-déchirer. Et puis les JO et les vacances sont finies, nous rentrons à Paris. Alors là, je fais durer. Flamby revient à la charge et me propose son ancien ministre de l'Intérieur. Oh, il a des arguments, hein. Il me rappelle qu'il a obéi pour me laisser un boulevard vers le château. C'est pas faux. Nicolas me remémore son discours du 16 janvier 2009 où, déjà, me dit-il, je balisais le chemin mondial pour votre venue. Pas faux non plus. Mais enfin, côté dialectique, c'est lui qui l'emporte. Pas difficile, me direz-vous. Il a gagné. Je nommerai, avec la bénédiction des maîtres de Victor, le fils d'eux, je nommerai Michel, ancienne inféodée à la commission d'avant dit Fraulein. Klaus, l'oligarque de Davos, trouve enfin le temps de me téléphoner pour me faire part de son enthousiaste approbation. C'est une très bonne choix, me dit-il. Votre populace aime les politiques qui sentent la naphtaline. Entre-temps, Joe est devenu retraité. Kamala bouffe la lumière pendant que, et ce n'est pas rassurant, Donald lui bouffe des électeurs. Le comportement de Yel m'inquiète. Deviendrait-il sénile ? Il a peur. Peur de Donald. Il a un dossier. J'espère que tu mesures la gravité du moment. J'ai beau lui dire de ne pas s'alarmer outre mesure, qu'officiellement il ne l'utilisera jamais. Rien n'y fait. Il appelle tout le monde. Bernard le luxueux qui ne peut rien faire, l'autre est déjà milliardaire. Jacques, celui qui a l'oreille des présidents, dit qu'il ne connaît personne dans son entourage. Alain le gestionnaire qui lui dit qu'il est très content. Victor le fils d'eux lui dit qu'il va faire un séminaire pour voir si l'on peut faire quelque chose. Barak qui a d'autres préoccupations et même Klaus de Davos qui lui fait savoir qu'il prépare sa retraite. Je dois avouer que tout cela n'est pas brillant. Dès le lendemain matin, j'appelle Londres. Je convainc le Premier ministre qu'il faut envoyer des missiles sur le sol russe. Séance tenante, il appelle Joe, qui ne comprend rien et dit « OK ». Nous allons pourrir la vie de Donald et l'obliger à rendre le dossier. Sinon, sa paix en 24 heures, il peut se la foutre là où je pense. Et ça marche. Donald ne dit rien, ce qui n'est pas, quand on le connaît, une mince victoire. Mais ma joie sera de courte durée. Vladimir ne joue pas l'escalade et si Donald ne dit rien, il fait jouer l'artillerie. Nous sommes fin décembre 2024. Les journalistes citoyens, comme les appelle Elon,
se déchaînent. Ils en appellent à l'insurrection populaire. Des manifestations ont lieu dans tous les pays et gagnent toute l'Europe. Barack et Bill, l'informaticien, sont sur le départ pour une destination inconnue. Larry de la Roche-Noire essaie tant bien que mal de colmater les pertes de son entreprise. Il nous reste Klaus, l'incontesté. Il me fait savoir que je dois démissionner. Me faire oublier. Creuse, dit-il. Creuse est un beau paysage pour préparer demain. Il est devenu fou. Moi, dans la Creuse. J'en parle à Yael qui prépare ses valises pour la Thaïlande. C'est là que dans un élan incontrôlé, j'ai claqué la porte du coq pour descendre dans ces quartiers infréquentables de la capitale. C'est ici que je crie tous les matins, quand je ne me rase pas, qu'ils viennent me chercher.